say, this is one of those moments. The FIFA Club World Cup is definitely the most ambitious thing we've ever done as a company on a global basis. We're broadcasting this tournament in 200 countries. There's 27 different feeds. We're in so many different languages. Our CTO assured me that Google was up to the task. We need to get everything right. We are ready, but will it work? My name is Walker Jacobs. I'm the Global Chief Revenue Officer here at DAZN, as well as the President of the U.S. business. We're putting all 63 matches of this tournament on DAZN for free globally, and we wanted to do that so that we can invite the largest number of fans possible to experience and use DAZN. Hundreds of feeds from the stadium to different audiences, segmented by either freemium consumer or premium consumer. We made a decision early on that we were going to use DAI, dynamic ad insertion, for every single campaign for this tournament. Personalized advertisements could be delivered to the consumers over the globe without breaking the customer experience. It's a technical miracle of its own. Google had to do a lot of things, upscale their ad stack, fine-tune even the algorithms so that they can prefetch all the DAI advertisement. Will it work 90% or will it 100%? Because less than 100% for us is a compromise. Here we are about to go into the semifinals. So this was our opportunity, this was the occasion where we could prove the DAZN platform at scale. We have millions of consumers, 2 hours ahead of the game. They were waiting anxiously for the game to start. I was waiting anxiously also for the game to start. 12 war rooms running. Is everything great? Anything great? When you see every second, every minute, like number changing in like millions, you feel really, really proud that you have such a surge, such excitement. That means more advertisement being delivered for these consumers in the milliseconds. That was the best moment during this tournament. Wow. It's amazing. We've managed to put the ads or advertisers can get the largest possible audience, and in no time do we disrupt the action from the match. The fact that we were able to do that was nothing short of remarkable. So something that was considered almost impossible, we made it possible. DAZN and Google has proved to the world, yes, it can be done. And it can be done flawlessly. Bonjour à tous. Bon, c'est pas le générique de Koh Lanta. J'espère que vous avez quand même un peu d'énergie pour la suite. Vous avez dû entendre dans le case study que évidemment tout le monde considère que ce qu'on a fait avec DAZN est un succès, mais il y a pas mal de fois le mot anxieux qui revient dans la vidéo. Et en fait, ce dont je veux vous parler, c'est un peu ça. C'est pas de mon anxiété personnelle, vous en faites pas. On n'est pas dans une séance de psychanalyse, mais c'est plutôt vous expliquer en fait comment, comme le disait Thibaut dans le panel d'il y a 1 heure à peu près, comment en fait on arrive à prendre cette puissance que représente en fait le format live, que représente le live, et à en faire quelque chose qui se retrouve finalement un peu normalisé, qui se retrouve facile à vendre pour les broadcasters, facile à acheter pour les annonceurs, et évidemment tout ça dans les règles de l'art, à l'échelle, sur toute la palette de devices, de formats, etc. qui sont à disposition. Et c'est vraiment le titre de la présentation, c'est Google et DAZN, 8 ans d'innovation. C'est vraiment en fait quelque chose qui a mis des années et des années à être construit par nous, en collaboration avec DAZN, mais pas que DAZN. On pourra parler aussi un petit peu de Media for Europe, par exemple, et de tous les autres broadcasters qui travaillent avec nous. Mais pour revenir un tout petit peu dans le temps, il y a peut-être des broadcasters, des broadcasters ou des partenaires ou d'anciens partenaires ou de futurs partenaires sans doute qui sont dans cette salle. Vous vous souvenez peut-être des pitchs que Google donnait il y a 10 ans. On avait Netflix sur scène tout à l'heure, c'était vraiment l'épisode 1 de la saison 1 d'Emily in Paris. Il y avait vraiment une énorme dissonance cognitive. On vendait nos produits CTV, on vendait nos produits live, vraiment pour le marché américain, et on considérait que du coup, si vous vouliez
entrer en partenariat avec nous sur ces produits-là, il fallait que vous fonctionniez comme sur le marché américain. Donc nos cycles de vente typiques il y a 10 ans ou 11 ans, c'était vraiment de faire voler en fait nos prospects à New York, de leur expliquer comment ils devaient comment en fait ils devaient gérer leur inventaire pour qu'on soit capable de travailler avec eux sur le live, et comment ensuite on allait faire des incantations voodoo pour que la demande YouTube finisse par couler sur leur inventaire. Donc évidemment, ça marchait pas très bien. On s'est pas mal remis en question et on a pas mal remis aussi nos product managers en question, nos ingénieurs produits. C'est entre autres le rôle de mon équipe. Je me suis pas présenté, mais je gère du coup tous les consultants techniques pour l'Europe, notamment sur tout ce qui est vidéo. Notre job, globalement, quand il y a un match du PSG qui passe à la télé, c'est de regarder les pubs et pas le match. En gros, c'est ça à peu près qu'il faut retenir. Et en fait, derrière ce chiffre de 7 millions d'utilisateurs concurrents, il y a vraiment des années de travail, dans le sens où ne serait-ce que pour avoir la possibilité d'avoir 7 millions d'utilisateurs concurrents sur DAZN, ça veut dire qu'il faut sortir un petit peu du mode de fonctionnement qu'on avait il y a une dizaine d'années, où on demandait aux broadcasters ou aux partenaires avec lesquels on travaillait d'utiliser nos technologies comme on voulait qu'ils les utilisent. Donc, DAZN, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, dans cette salle, nous ont dit bah oui, mais nous, en fait, on ne peut pas déployer de SDK partout. On n'est pas capable de travailler sans proxy sur certains devices. On a 400 types de devices à supporter, certains dont on n'avait jamais entendu parler, par ailleurs, des set-top box obscurs d'ancienne génération en Italie, etc. etc. Et ils nous ont dit on a besoin de supporter tout ça, parce que nous, on a besoin effectivement de passer à l'échelle. Donc, pour nous, ça a voulu dire faire évoluer le produit, faire évoluer le produit, faire évoluer le produit pour être capable de connecter tout le monde. Donc ça, c'est vraiment le travail de mon équipe, mais c'est aussi quelque chose que le produit maintenant peut faire parfaitement et peut faire en passant à l'échelle, et surtout peut faire sans compromettre à aucun moment en fait, la qualité du service qu'on offre. Parce qu'il y a un énorme problème aussi, notamment sur le live. C'est que le live fonctionne, la pub live fonctionne en coupure, comme on appelle ça. Et donc globalement, si l'expérience publicitaire est défaillante, l'expérience utilisateur est défaillante. Si la pub fonctionne pas, globalement, c'est probablement toute l'app en fait qui crache, c'est probablement tout le flux qui s'arrête, c'est probablement un but que vous ratez, c'est probablement une désynchronisation que vous avez, c'est probablement des utilisateurs que vous perdez, et des utilisateurs que vous perdez à vie en général. Vous les récupérez pas, ces utilisateurs-là. Donc il y a un énorme risque en fait à faire de la pub sur du live. Nous, ce qu'on a mis pas mal de temps à construire, mais ce qu'on a construit de notre point de vue très bien pour le coup, c'est cette capacité à passer à l'échelle, à vraiment simplifier en fait notre façon de connecter l'inventaire à notre plateforme, mais sans perdre aucune des propriétés qu'on avait il y a 10 ans quand on avait une vision du monde qui était un petit peu simplifiée. Et ça s'applique effectivement à tout ce qui est latence, ça s'applique à la gestion de la charge, ça s'applique au passage à l'échelle, mais ça s'applique aussi au filtrage de la fraude, ça s'applique à tout ce qui est filtrage du spam aussi, du trafic robotisé, etc. Donc on n'a vraiment absolument rien perdu sur les propriétés de notre stack, et en revanche, on a vraiment apporté énormément de flexibilité. C'est important évidemment parce que le live, comme on le disait tout à l'heure, comme pas mal de gens l'ont dit avant moi, c'est un des gros leviers de croissance sur la Connected TV, donc il faut que ce soit bien fait. C'est pas uniquement une problématique de connecter correctement les inventaires et de passer à l'échelle. Évidemment, il y a des problématiques, Sylvia en parlait tout à l'heure, il y a des problématiques de format qui sont assez énormes, par exemple. Donc tous les formats dont on parlait tout à l'heure, c'est des formats qui sont supportés et qui sont supportés aussi avec le même niveau de flexibilité maintenant que celui qu'on peut avoir purement sur le live. Donc tout ce qui va être shoppable ads, tout ce qui va être pause ads, tout ce qui va être, on parlait de L-shape banner par exemple, c'est des formats qui sont supportés. Dans certains cas, c'est des formats qui ont été lancés même par nous. Et quand je dis nous, je vais un peu
je vais sortir un petit peu mon ego, c'est beaucoup mon équipe du coup qui a travaillé sur ces formats et on est capable du coup en local en réalité de construire certains de ces formats et de les amener même à transacter de façon programmatique. J'y viendrai après. On expérimente en ce moment même d'autres formats. Alors, je n'ai pas parlé d'IA encore, mais je vais parler d'IA pour une fois. Enfin, pour une fois, je vais parler d'IA pour la première fois. On expérimente même des formats de placement de produits dynamiques, de remplacement dynamique de certaines zones publicitaires sur des bords de terrain, par exemple. Pour ceux qui regardent la Formule 1, c'est des choses qui se font en régie, beaucoup. Vous avez en fait, vous avez toutes des zones d'écran qui sont en fait remplacées en régie d'un pays à l'autre. Nous, on est capable de le faire, techniquement en tout cas, on est capable de le faire dynamiquement, et c'est des formats qu'on est en train d'essayer de qu'on est en train de peaufiner, aussi bien sur la partie technique, ça on y est à peu près, et sur la partie aussi évidemment stratégie de commercialisation, gestion de tout ce qui est ayant droit, gestion en fait des flux financiers, etc., etc. Mais ça fait partie typiquement de nos sujets d'études, et on en a plein d'autres. Si vous voulez passer nous voir, on a un corner ensuite, je ne sais plus exactement où il est, mais si vous voulez passer nous voir ensuite, on a tout ce qu'il faut, on peut continuer de vous en parler. Et évidemment, au-delà des formats, au-delà du passage à l'échelle, il y a aussi toute la partie connexion aux acheteurs. Donc encore une fois, il y a 10 ans, on vous expliquait qu'on se débrouillerait pour vous apporter la même demande que ce qu'on a sur YouTube, donc de la demande TrueView, Google Ads, etc. Là aussi, évidemment, c'est quelque chose qui fonctionne pas, ou en tout cas qui fonctionne pas tel que. Le programmatique, pour passer à l'échelle, est évidemment absolument nécessaire sur le live comme il l'est ailleurs. Il y a un besoin effectivement impérieux d'être capable de connecter en fait les acheteurs de façon aussi efficace que possible à l'inventaire live, mais ça ne se fait pas de façon aussi simple et simpliste que ce qu'on avait imaginé il y a 10 ans. Donc là aussi, énormément de travail. Du travail avec les DSP directement, donc là on a Amazon et Trade Desk avec des petites quotes, mais c'est vraiment une des grosses parties du travail de mon équipe, là encore, ces derniers temps, c'est de connecter de nouveaux DSP sur tout ce qui est inventaire sur tout ce qui est inventaire vidéo, d'apporter de nouveaux signaux, d'apporter de nouveaux moyens, des nouveaux leviers de spend en fait, et de croissance aux DSP qui spendent déjà sur CTV. Et même d'amener des DSP qui ont plutôt des pratiques display ou apps vers la CTV aussi. Il y a énormément de demandes là-dessus et on passe notre temps à effectivement optimiser ou créer de nouvelles connexions de ce côté-là. Et on a aussi créé énormément de nouvelles méthodes d'achat. Donc, au-delà effectivement de la connexion avec les DSP, on est capable de plus en plus de faire de la curation d'inventaire, de la curation d'audience, d'apporter des données externes pour permettre effectivement aux agences et aux annonceurs de cibler mieux sur l'inventaire CTV. On est capable aussi d'avoir des chemins d'achat qui sont directs maintenant entre les agences et les broadcasters. Ça s'applique y compris sur de l'inventaire live, ça s'applique sur des formats qui sont innovants, sur des nouveaux formats. On a en fait tous les bénéfices du direct et de la relation avec les agences, mais sans avoir à se soucier effectivement de maintenir techniquement cette relation-là. Et on a énormément d'autres produits et d'autres produits sur la roadmap qui sont vraiment focusés sur le lien direct, ou en tout cas le rapprochement entre les agences et vraiment les broadcasters, l'inventaire live. Énormément de travail aussi sur toute la partie brand safety. Plus on amène de nouveaux acheteurs, plus on amène des agences et des acheteurs qui sont pas CTV natives, et plus on va avoir aussi besoin de s'assurer qu'on est raccord sur les sujets de brand safety. Outre le fait qu'on travaille à ce niveau-là sur le produit, on travaille énormément aussi avec des partenaires comme l'ARPP, par exemple, sur l'accélération des processus de review de créa, par exemple, avec de l'IA. On pourra en discuter, j'ai fini, j'ai plus de temps, mais on pourra en discuter un petit peu après dans notre corner. Et vraiment, moi, ce que je vous demande et ce sur quoi je veux vous laisser, c'est venez nous voir, venez nous parler. Vous nous avez peut-être parlé il y a 5-10 ans de notre produit, il a énormément évolué. Nos équipes le font évoluer au quotidien, développent de nouvelles solutions au quotidien. Donc venez nous voir et merci. Et merci à toi, Jean. Le respect du timing, la précision de Google Ad Manager.